Comment les stades sont devenus des scènes de concert incontournables ? Là, Jul était devant près de 100 000 personnes. C'est la population de Roubaix ou de Nanterre. Les tout premiers à avoir joué devant un public aussi grand dans un stade, ce sont les Beatles, en 1965. Face à une demande croissante, aucune salle n'était assez grande pour eux. Ils s'emparent alors du Shea Stadium à New York, conçu pour du baseball, devant 55 000 fans en folie. Et le premier problème, c'est faire en sorte que tout le monde entende bien la musique. Sauf qu'on ne sait pas comment faire. Il faut savoir que les Beatles sur scène n'avaient pas de retour et que leur amplification passait par un système sono qui était propre à des annonces de rencontres sportives. Les conditions étaient, il faut le dire, épouvantables. Personne n'entendait rien. Ça durait 20 à 25 minutes. C'est John Lennon qui disait les haut-parleurs ressemblaient à des cacahuètes en fait. Malgré tout, les Beatles continuent leur ascension et transforment le rock en véritable phénomène de masse. Des événements musicaux réunissent de plus en plus de monde, mais il faut attendre 1969 pour qu'un événement qu'on ne présente plus marque un tournant dans la technique. C'est au festival de Woodstock que pour la première fois, une sonorisation digne de ce nom a vraiment été utilisée pour un concert en plein air réunissant des centaines de milliers de personnes. C'est cet homme, surnommé le père du son des festivals, qui organise tout le système de sonorisation de Woodstock. Avec du matériel d'une salle de concert et seulement une vingtaine de micros sur scène, il réussit la prouesse de sonoriser et enregistrer en même temps un si grand événement dans un chaos ambiant. Woodstock marque le début de l'industrie de la sonorisation des concerts live. Et puis dans les années 70, le glam rock introduit la théâtralisation des artistes sur scène. Là, c'est un vrai tournant dans la représentation de la musique. C'est un peu la rencontre, je dirais, de Broadway et de la musique. C'est la rencontre du théâtre musical, de la comédie musicale, du rock et tout ça. Et c'est l'idée qu'il faut donner un spectacle absolu. C'est le début des jeux de lumière, des costumes, des chorégraphies sur la scène. Et quitte à voir grand, autant viser le plus large public possible. Les stades deviennent des salles de concert comme les autres pour des artistes élevés au rang de demi-dieux. Les années 80 voient l'avènement de la pop, des body fluo et du règne de l'image. Le Live Aid en 1985, un événement caritatif contre la famine en Éthiopie, reflète bien ça. 70 artistes, 2 shows simultanés dans des stades aux États-Unis et au Royaume-Uni, 16 heures de spectacle, 2 milliards de téléspectateurs et cette scène mythique. La musique est intégrée dans la communication médiatique, mais ce n'est plus elle en tant que telle toute seule qui fait l'événement sans s'accrocher aux médias. D'ailleurs, Live Aid, c'est un bon exemple de ça, parce que Live Aid sans la télévision, ça n'a pas de sens. En bon pionnier des shows XXL, le rock illustre bien l'événementialisation des concerts à cette époque. Les années 80 ont vu le développement de ce qu'on appelait le rock des stades. Aux États-Unis, il y avait tout un circuit de stades, de ce qu'on appelle des arenas, qui ont fait partie intégrante des tournées des groupes de rock, quoi. Et donc, c'est certain que ça a entraîné un certain type de musique. Des morceaux devenus des hymnes dont le public reprend en chœur le refrain. Sans avoir été écrits spécifiquement pour devenir des hymnes, parce que les artistes ne savent jamais à l'avance quel morceau va marquer le public, il suffit de quelques milliers de personnes pour changer un refrain en rengaine. On n'a pas du tout la même expérience quand on voit un groupe avec 1000 personnes ou 500 personnes que quand on le voit avec 15 000 ou 20 000 personnes. Et on ne cherche pas non plus la même chose. Aujourd'hui, tous les genres musicaux peuvent remplir des stades. Mais on va davantage voir ces maxi-concerts pour l'événement et l'expérience collective plutôt que pour la musique. C'était Bono qui me disait oui, parce que le chanteur de U2 est son pote. Qui me disait que quand les gens applaudissent et hurlent quand il y a une chanson qu'ils reconnaissent, il dit en fait ils applaudissent pas le groupe, ils applaudissent pas la chanson, ils s'applaudissent eux-mêmes. En fait, ça peut s'apparenter à une grande messe où les fidèles se rejoignent simplement pour être en communion. L'expérience dépasse celle de la musique pure. On se met en scène, on participe à un événement très codifié, le public devient acteur visuel et vocal du spectacle. Aujourd'hui, ce n'est plus exceptionnel pour un artiste de remplir un stade. Pour marquer l'histoire et les esprits, il faut maintenant battre des records. Jul, par exemple, détient le plus grand nombre de spectateurs au Stade de France. Et puis le J, c'est le S.